En muet. Activer. C'est activé. Muet. C'est bon? Tu es sûr? Un chauffeur muet, Anna. Ah, c'est la chauffe. C'est bon? Ça marche très bien. Donc, les affections liées aux soins, donc c'est un terme qui est général. Donc, autrefois, on parlait d'infections hospitalières, donc ou acquises à l'hôpital. Et maintenant, le terme, il est plus généralisé. Ce sont des infections qui sont contractées dans n'importe quel lieu de soins, à l'hôpital, dans un cabinet dentaire, dans une PMI, dans une polyclinique, dans une clinique privée, etc., etc. Donc, après l'étymologie, donc j'ai commencé par la typologie des infections, des différentes infections nosocomiales acquises à l'hôpital parce que c'est la data la plus importante, hein. Donc, par ordre décroissant, vous voyez que les infections urinaires viennent en tête avec, pardon, avec 40%. Alors, quel est le facteur de risque? Alors, quel est le facteur de risque le plus retrouvé pour les infections urinaires? C'est le sondage vésical. Donc, on peut avoir des infections urinaires. Il faut savoir qu'on peut avoir des infections urinaires avec sondage vésical ou sans sondage vésical. On peut avoir aussi des infections urinaires symptomatiques et asymptomatiques. On peut, alors, pour les symptomatiques, c'est les symptômes que vous connaissez tous, la pollakiurie, la polyurie. On peut avoir une envie impérieuse d'uriner, les brûlures mictionnelles, un petit fibricule, tout ça. Donc, on doit faire dans ce cas-là un ECBU qui va retrouver dans la majorité des cas l'Escherichia coli. Donc, c'est le germe le plus fréquemment retrouvé dans une infection urinaire. Mais il existe d'autres germes, hein. Alors, les infections du site opératoire, c'est le deuxième prototype. Alors, le facteur de risque, c'est l'intervention chirurgicale. On a trois types d'infections du site opératoire. On a les superficielles, et là, c'est un suintement superficiel cutané. On peut avoir des ISO profondes, et là, comment on le sait? Donc, il n'y a pas que la symptomatologie. On n'a pas parlé de la symptomatologie au départ. Donc, c'est généralement une douleur. Donc, c'est la triade douleur, chaleur et tuméfaction au niveau de la plaie. Donc, quand vous enlevez le pansement, vous trouvez votre chaleur et votre tuméfaction et votre douleur. Alors, et là, il faut faire un prélèvement cutané. On l'envoie au laboratoire de microbiologie pour avoir les résultats, la bactérioncose. Donc, le deuxième prototype, c'est les infections du site opératoire profondes. Il n'y a pas un suintement. Vous avez un drainage qui est placé. Donc, le drainage, c'est ce qu'on appelle un drainage de l'incision. Donc, il sort de l'incision et il va ramener du pus. Vous allez trouver du pus dans la poche ou dans le bocal. Et là, vous suspectez une infection du site opératoire. Il faut prendre un petit prélèvement donc, dans un tube à verre stérile et l'envoyer en microbio pour étudier le pus.
Alors, le troisième type d'infection des sites opératoires, c'est infection sur organes. Et là, vous avez généralement ce qu'on appelle un drain de loge. Un drain de loge, c'est un deuxième drain qui est autour de l'organe, à côté de l'organe qui a été opéré et qui va ramener du pus. Là, lorsque l'infection est un petit peu précoce, hein, après un mois ou 3 semaines, un mois. Donc, le malade, déjà, soit qu'il est à l'hôpital, soit qu'il vient de sortir de l'hôpital. Mais lorsque l'infection, elle est ancienne, après 3, 4 mois et tout ça, là, il n'y aura pas du pus parce que le drain, ils l'ont enlevé et tout ça. Il y aura une douleur, une fièvre qui va survenir. Et là, lorsque vous allez faire une échographie de l'organe opéré, vous allez trouver un abcès, soit sur l'organe opéré ou dans le voisinage de cet organe-là. Et là, il faut faire une réintervention chirurgicale pour justement ponctionner ce pus-là et nettoyer tout l'organe qui a été opéré parce qu'il y a eu une infection. Il faut nettoyer. Alors, quelle est la bactérie la plus redoutée dans les infections du site opératoire? C'est le staphylocoque, parce que c'est une intervention chirurgicale, donc l'incision, c'est la peau, et donc c'est le staphylocoque aureus qui est l'organe le plus, le microbe le plus redouté, ou la bactérie la plus redoutée. Les infections pulmonaires, quand on parle d'infections pulmonaires, ce sont les infections parenchymateuses. Hein? C'est l'infection respiratoire basse. Et généralement, c'est l'apanage des réanimations. Le germe le plus redouté, c'est le Pseudomonas aeruginosa. Alors, le prélèvement qui doit être fait en réanimation, c'est le PPD, le prélèvement protégé distal. On peut faire aussi un lavage alvéolaire lorsqu'il y a une bronchoscopie. On peut faire une aspiration bronchique. OK, beaucoup de choses. Mais essentiellement, c'est le PPD. Ou aussi une ponction biopsie, si c'est en pneumo. Alors, les infections sur cathéter. Ici, j'ai mis le cathéter intraveineux parce que c'est l'abord veineux qui est le plus fréquemment retrouvé. Hein. Mais il existe des cathéters veineux et artériels, des cathéters superficiels et centraux, périphériques et centraux. Et le prélèvement qui doit être fait c'est un prélèvement de sang. Alors, normalement, lorsqu'il y a un cathéter, généralement, ce n'est pas une septicémie, hein. C'est des bactérémies. Donc, c'est des petites décharges dans le sang de. Ouais, donc, ce n'est pas l'hémoculture en fait. En fait, c'est une infection au niveau du site de piqûre de l'intranule. Et là, soit généralement, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever le sparadrap de l'intranule et vous allez trouver votre tuméfaction. C'est douloureux, c'est tuméfié, c'est chaud. On ne fait que changer le site de piqûre de l'intranule. Donc, on change l'abord veineux. Des fois, on prend un petit morceau de cathéter et on l'envoie au laboratoire pour culture. Après, vous avez les bactérémies et les septicémies. Donc, c'est l'hémoculture qui est le prélèvement le plus préconisé. Dans autres infections, ce sont les autres infections cutanéo-muqueuses, telles que, par exemple, l'infection de la sphère ORL, elle doit être classée ici. Donc, les respiratoires hautes sont classés dans autres infections. Les infections cutanées, par exemple, sur brûlure cutanée, le pied diabétique, les vaginites, etc. Les conjonctivites en ophtalmologie. Tout ça, c'est des infections donc classées en autres infections. Donc, la définition des infections nosocomiales, donc c'est une infection qui était absente lors de l'admission de l'hôpital et on admet un délai de 48 heures. Donc, pour l'incubation des bactéries qui sont banales, telles que le staphylocoque ou le streptocoque ou le candida, par exemple.
tel qu'un champignon. Donc, les bactéries Bano incube en 24, 48 heures maximum. Mais lorsque vous êtes devant une bactérie qui est spécifique ou un virus qui est spécifique, vous devez laisser un temps de latence un petit peu plus longtemps. Par exemple, la tuberculose, 2 semaines. L'hépatite, 1 mois. L'HIV, 3 mois. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, l'infection nosocomiale est différente de l'infection communautaire qui est attractée donc à l'extérieur de l'hôpital. Donc, les IAS, donc c'est le global en fin de compte. C'est une infection qui survient au cours ou à la suite d'une prise en charge diagnostique, thérapeutique ou préventive et qu'elle n'était pas présente ni en incubation au début de la prise en charge. Donc, c'est la même définition donc, que l'infection nosocomiale, sauf qu'elle est plus globale. Hein? Donc, elle peut se survenir n'importe où, pas à l'hôpital seulement. Donc, c'est le même délai, c'est 48 heures, sauf pour les infections du site opératoire qui est une entité un petit peu à part et qu'on va voir maintenant. Donc, pour les ISO, on admet un délai de 30 jours, d'accord, par rapport à J0 le jour de l'opération. Alors, s'il n'y a pas d'implant ou de prothèse, s'il y a une prothèse ou un implant, on va suivre les malades jusqu'à 1 année. Parce que s'il fait, par exemple, un remplacement valvulaire, il peut avoir une infection de sa valve jusqu'à 1 année et faire une endocardite ou une septicémie, etc. Donc, qui va être contracté par les IAS? Pas uniquement le patient, mais aussi les visiteurs, le personnel donc soignant, nous les médecins et personnel paramédical, le personnel extra-hospitalier, tel que par exemple les agents d'hygiène qui peuvent être piqués par la poubelle. L'infection associée aux soins peut être bien sûr une infection professionnelle, donc on peut la diagnostiquer lorsqu'il y a un comptage documenté, ça veut dire que avec un patient source connue porteur d'une infection avec le même germe, donc vous avez fait des prélèvements et ils sont positifs, donc la bactérie elle est là, et vous savez que vous avez traité un malade avec le même germe, même s'il n'a pas la même pathologie. Hein. Par exemple, vous avez une septicémie, le malade il a une gastroentérite. Le plus important que ce soit le même germe. Donc, il vous a contaminé. Ou la notion de prise en charge du personnel de patients atteints par un germe donc, similaire. Par exemple, vous savez que vous avez et là, c'est presque la même pathologie, comme le Covid. Vous avez une symptomatologie, donc vous craignez avoir un Covid et vous avez traité un malade. Et là, vous savez à tout prix qu'il vous a contaminé. Ou un personnel de soins ayant travaillé dans un secteur prenant en charge de tels patients. Vous êtes parti en stage, par exemple en hémodialyse, et vous avez contracté une hépatite. Vous avez été piqué par une seringue ou d'un malade qui est connu d'être hépatitique. Et voilà, c'est la contamination. Alors, quelles sont les catégories d'infections associées aux soins? Vous avez des infections associées aussi à l'environnement de soins. La présence physique dans la structure, donc de résidents, les résidents c'est les malades, les soignants et les visiteurs. Alors, les infections d'origine environnementale, mais aussi à caractère épidémique, telles que la grippe, donc caractère épidémique respiratoire, hein, c'est l'air. Les légionelloses, donc c'est l'apanage des climatiseurs. L'aspergillose aussi, qui est une parasitose, une mycose qui se surajoute sur la tuberculose, sur une caverne tuberculeuse. Vous avez les infections associées aux actes de soins lui-même. Par exemple, diagnostic thérapeutique incluant l'hébergement. Par exemple, vous avez été soigné avec un matériel qui est mal stérilisé. Par un professionnel de santé ou personne encadrée
aux soins autodispensés dans le cadre d'un protocole, par exemple, dialyse à domicile. Maintenant, il y a le traitement à domicile. Là, il y a des ambulances qui vont à domicile pour faire la dialyse, pour faire l'oxygénothérapie, etc., etc. Quel que soit le lieu, donc ça peut être une IAS. Quels sont les micro-organismes qu'on redoute au cours des IAS? Vous avez les bactéries présentent 90% des germes, hein, et c'est les les BGN qui sont en tête. Donc, vous avez les coccigram positifs, staph et le streptocoque, les entérocoques, les BGN, les entérobactères, essentiellement les Escherichia coli, le pseudomonas, la cyanotobactère, les legionella, les BG+, tels que le clostridium, les champignons et levures, surtout, c'est le candida, et les virus, parce que c'est respiratoire, donc c'est dans l'air, et généralement, les accidents, les AES, les accidents exposants au sang, donc qui viennent en tête avec l'hépatite B et C, l'HIV, surtout pour nous, les professionnels de santé, le CMV, le cytomégalovirus, le VZV, le virus du zona et de la varicelle, les entérovirus, l'herpès virus, la grippe, le rotavirus qui donne des gastroentérites chez les enfants, les adénovirus qui donnent des épidémies surtout au printemps. C'est le contraire des entérovirus qui donnent des épidémies en hiver. Le virus respiratoire syncytial, les parasitoses, la gale, on a la gale, et pas en Algérie, Barca. La gale, elle survient aussi dans les hôpitaux occidentaux. Les puces, alors quand on dit puces, c'est les puces du corps, les poux, c'est les poux des cheveux. C'est le même, hein? C'est la même parasitose, mais wahda le corps ou l'autre le fouq les cheveux. La toxoplasmose, vous la connaissez tous, le palu et le pneumocystis carini qui survient au cours du sida. Donc, pour résumer le tableau, le précédent, c'est le tableau le plus important. Il faut l'apprendre par cœur. Et voilà, lorsqu'on classe par ordre de fréquence et décroissant, les 3 germes les plus importants, vous avez l'Escherichia coli en premier lieu, vous avez après le staphylocoque, et après le staphylocoque et après le pseudomonas. Donc, Escherichia, staphylocoque et pseudomonas. Par ordre décroissant. Donc, pour les infections nosocomiales, il existe les 2 types, exogènes et endogènes. L'infection associée aux soins exogènes, c'est ce qu'on appelle les infections croisées. Elles sont manuportées, c'est la main du soignant qui va donner cette infection. Ça veut dire le personnel, le médecin, il touche un malade qui est infecté et avec sa main, il va encore examiner un autre malade sans se laver les mains et c'est ce qu'on appelle l'infection croisée. Donc, médecin-patient, médecin-patient. Pour les infections exogènes, donc c'est là les mains. Donc, comme source, donc on a aussi les patients à côté des soignants, l'environnement et le mode de transmission le plus fréquemment retrouvé, il est direct, par la main, manuportage. La transmission indirecte, elle est rare, par le matériel et par les vecteurs. Pour les endogènes, le mécanisme, c'est une prolifération anormale ou implantation dans un nouveau territoire. Ça veut dire que c'est une auto-infection. Hein. Il a par exemple un panari, donc il a le staph, et puis il mange avec sa plaie qui est au niveau du doigt, il fait une gastroentérite. Et c'est comme ça qu'il a sa gastroentérite nosocomiale. OK? Donc les facteurs favorisants, l'altération de la flore, donc par une antibiothérapie abusive. Par exemple, les médecins, les chirurgiens autrefois, ils commençaient avant d'opérer un malade, ils commençaient avec une trithérapie. Donc, ampigenta, flagile, 3 familles déjà. L'ampicilline qui est une bêta-lactamine, la genta qui est un aminoside et le flagile qui est un imidazolé. Donc, déjà, si vous avez une résistance, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que vous allez donner après au malade?
Donc, c'est une non-rationalisation de l'antibiothérapie. Donc, antibiothérapie non rationnelle, غير عقلانية, abusive. Les fractions de contiguïté, soit c'est le dispositif invasif, ça c'est l'intervention chirurgicale. La fragilité du terrain, exemple le diabète, c'est les maladies chroniques. Alors les réservoirs, c'est la flore cutanée qui est la plus fréquente, la plus fréquemment source d'infection endogène, et suivie de la buccale, digestive, génitale, etc. Alors, dans l'endogène, il y a l'endogène primaire et l'endogène secondaire. Pour la primaire, les patients admis dans l'établissement de soins ou le service déjà porteurs de micro-organismes potentiellement pathogènes. Donc, c'est les opportunistes. Hein. Là, le malade, il est immunodéprimé ou en surmenage et l'immunité est diminuée. Et donc, ça profite, il devient pathogène. Une infection nosocomiale endogène primaire sera le résultat de la contamination d'un site particulier, opératoire, un abord veineux, etc. Voilà les sources de contamination. Vous avez les cheveux et vous avez les aisselles qui sont les plus riches en bactéries. Quels sont les facteurs de risque connus pour être la cause des infections associées aux soins? Vous avez ceux qui sont liés aux malades, les pathologies chroniques viennent en tête. Essentiellement le diabète, l'insuffisance rénale, hépatique, l'immunodépression, etc. Les pathologies aiguës telles que les polytraumas et les brûlures, l'état nutritionnel, l'obésité, la dénutrition et les âges extrêmes, donc chez les bébés et chez les sujets âgés. Donc, vous avez la chaîne de transmission qu'il faut casser, donc de hôtes agents pathogènes jusqu'à alors source vecteur agent pathogène jusqu'à hôte. Il faut casser quelque part cette chaîne pour traiter les infections nosocomiales ou hospitalières. Alors, quels sont les autres facteurs donc de risque qui sont liés aux soins? Vous avez pour l'intervention chirurgicale ce qu'on appelle la classe de contamination d'Altameyer, donc qui est classée de propre jusqu'à sale. 1, c'est propre. 2, c'est propre contaminé. 3, c'est contaminé. Et 4, c'est sale. Par exemple, 1, c'est propre. Par exemple, une plaque hernière. Lorsque je place une plaque hernière, je n'ouvre pas. Hein. C'est le muscle, c'est tout. C'est propre. Donc, c'est une chirurgie qui est propre. Alors, la durée d'intervention, c'est la durée moyenne. Elle est appelée P75. Ce n'est pas la peine de rentrer dans ces appellations-là. C'est la durée moyenne que nécessite un type d'intervention X. Par exemple, l'appendicectomie, elle nécessite une demi-heure à peu près, 30 minutes. Vous êtes d'accord? Donc, si l'appendicectomie, elle dépasse une demi-heure, par exemple, le chirurgien reste 1 heure de temps ou 1 heure et demie de temps pour enlever une appendice, là, le malade, il est ouvert pendant longtemps, il va être sujet à des infections. Et c'est pour ça qu'il devient à risque. Donc, la durée, elle intervient. Le score ASA, c'est le score donc, qui est utilisé par l'anesthésiste. Donc, un score ASA qui est égal à 1, c'est un malade qui n'a aucun antécédent. À chaque fois qu'il a une pathologie, il est reclassé. ASA 2, ASA 3, ASA 4. À chaque fois qu'il a une multitude de pathologies, le réanimateur peut ne pas le faire dormir. Donc, il faut faire attention. Le score de Nice, il englobe les 3 scores différents, précédents. Donc, un score de Nice est égal à 0, c'est un malade qui n'a aucun facteur de risque parmi les précédents. Les actes invasifs, ce sont les cathétérismes, par exemple central, le sondage urinaire, la ventilation, on a cité certains tout à l'heure. Le traitement, la corticothérapie au long cours, plus de 3 mois, la chimiothérapie anticancéreuse, l'usage abusif d'antibiotiques, tout ça, c'est des facteurs de risque diagnostique et thérapeutique. Alors, il y a des facteurs liés à l'organisation des soins. Par exemple, dysfonctionnement du système de soins par
qui peut donner une mauvaise hygiène des mains. On ne se lave pas les mains entre les malades. On ne badigeonne pas, par exemple, les plaies. L'asepsie n'est pas rigoureuse au niveau des plaies. Il n'y a pas un lavage, la décontamination insuffisante, et ça, c'est la décontamination du matériel, parce qu'on le lave avant de le stériliser. La stérilisation est insuffisante. Le cycle est insuffisant. Par exemple, au lieu de mettre l'autoclave pendant une demi-heure, je la mets pendant 10 minutes. Et là, je n'ai pas tué tous les bactéries. L'antibiothérapie abusive et leur corollaire. Par exemple, manque de formation, un personnel qui est mal formé, donc en hygiène hospitalière ou en stérilisation. Inadaptation architecturale, par exemple, le bloc est mal conçu pour les opérations. Par exemple, il a un bloc qui sort sur un jardin. Normalement, le bloc, il est fermé, hermétiquement fermé. Il n'y a pas de fenêtre ni de jardin. Le ratio personnel qui est insuffisant, c'est quand on parle personnel, ça veut dire soignant-soigné. Hein. Par exemple, ratio médecin-malade, il n'y a pas assez de médecins pour les malades, ou il n'y a pas assez d'infirmiers pour les malades aussi. Donc ça, c'est important. Des fois, les urgences, au niveau des urgences, on a ce problème-là. Un seul infirmier pour 100 malades. C'est beaucoup. L'infirmier ne peut pas être au fur et au moulin, donc il ne se lave pas les mains, il oublie de changer ses gants, et c'est l'infection qui est là. Les conséquences des infections nosocomiales. Alors, c'est la prolongation des séjours, par exemple, par les reprises chirurgicales. L'échec d'un acte de soin, la réintervention chirurgicale par les infections à répétition. Il a une infection de la jambe, réintervention, et après on lui ampute la jambe. Ça entraîne l'invalidité. L'évolution létale. Le malade peut faire une septicémie, il peut mourir. Alors, l'entretien des réservoirs pathogènes. On peut avoir beaucoup d'infections nosocomiales. Donc, digestives, septicémiques, respiratoires, méningite, tout ça. Donc, ça, c'est grave. L'augmentation de la charge du travail du personnel. Lorsqu'il le personnel augmente de charge de travail, il est épuisé, il peut faire des fautes, des erreurs médicales. Et la fermeture des services. On peut fermer des services entiers à cause des infections nosocomiales. Le surcoût, parce que c'est un surcoût pour l'hospitalisation, pour le malade, il achète beaucoup de médicaments, c'est des arrêts de travail, donc coûteux pour l'État. Tout ça, c'est des conséquences néfastes des infections nosocomiales. Le phénomène du mal vécu aussi par le patient, donc il va être complexé de l'hôpital, il ne va plus partir à l'hôpital, même s'il a des maladies graves. Il dit que c'est bon, j'ai été amputé, je ne pars plus au CHU. Et ça, c'est grave. Donc, par le soignant aussi, donc par le soignant, la culpabilité du chirurgien, donc alors que j'ai oublié de vous dire que les infections nosocomiales, ce n'est pas une erreur thérapeutique. OK? L'infection nosocomiale n'est pas une erreur médicale. C'est ce qu'on appelle un aléa thérapeutique. Aléas, ça s'écrit A-L-E-A-S, un aléa thérapeutique. Ça veut dire que c'est une faute qui est, comment dirais-je, qu'on ne peut pas éviter. C'est des germes qui vivent avec nous à l'hôpital, on ne peut pas les éviter, même si il y a une asepsie rigoureuse. D'accord? Dans les hôpitaux, les plus grands hôpitaux des États-Unis ou de la Grande-Bretagne et tout ça, ils ont les infections nosocomiales. Donc, ça ne sert à rien du tout. Ailleurs en Europe comme en France, c'est un aléa thérapeutique. Donc, le chirurgien ou le médecin, il fait un rapport. Le malade, il a contracté une infection nosocomiale ou associée aux soins à l'hôpital. Et le malade, il emporte ce document médical à la caisse de sécurité, il est remboursé. La caisse, elle le rembourse. Alors, donc, quand la caisse le rembourse, c'est un coût additionnel, bien sûr, pour l'État. Chez nous, c'est pas encore, il n'y a pas de loi encore, hein? C'est pas régularisé. Quels sont les moyens de prévention des infections associées aux soins?
Alors, isoler le réservoir, c'est une action rapide. Donc, l'isolement du réservoir, c'est le patient source, hein, généralement. Donc, ce qu'on appelle un isolement septique. Il faut dépister les porteurs s'il y a des porteurs. L'éviction, ça veut dire le malade, il fait un arrêt de travail s'il est à la maison. Il faut déclarer au service d'épidémiologie, faire les précautions standards, donc les gants, les bavettes, prendre toutes les précautions, donc la tenue adéquate, ce qu'on appelle les équipements de protection personnelle, et les précautions complémentaires telles que, par exemple, des fois des masques FFP2. Alors, comment contrôler l'agent? La surveillance des infections nosocomiales se fait par l'alerte et le signalement des épidémies par les médecins ou par les microbiologistes, parce qu'ils sont en train de les surveiller, en faisant aussi des enquêtes de prévalence ou des enquêtes aussi d'incidence, lorsque la déclaration elle est journalière. Alors, au laboratoire de microbiologie, le suivi de l'écologie microbienne se fait surtout par la surveillance des résistances aux antibiotiques, les bactéries, la surveillance des BMR, des bactéries multirésistantes, ou des fois des bactéries hautement résistantes, BHR, qui sont plus graves encore. Elles sont résistantes à tous les antibiotiques et le malade peut mourir. Et là, il faut faire attention lorsque vous lisez des documents de malades qui ont des BHR et des BMR. Hein. Donc, faire attention, le lavage des mains, les gants, la solution hydroalcoolique, la friction hydroalcoolisée des mains, etc. Le bon usage d'antibiotiques, toujours suivre l'antibiogramme. Et lorsque vous commencez toujours avec une monothérapie, commencez toujours avec une seule famille d'antibiotiques. Commencez par l'antibiotique le plus léger, de première génération jusqu'à la dernière génération. ماشي من الاول ايميبينام نبداو من الساعه من سيفاسيد بيتا لاكتامين بينيجي après céfacidal après le claforan et pas le contraire. Alors, contrôler la porte de sortie, le circuit propre et sale du linge, parce qu'il y a un circuit hein, qui est particulier. Normalement, le chariot qui emporte le linge sale n'emporte pas le linge propre qui est stérilisé. Le porte-charge aussi, l'ascenseur aussi. Ce n'est pas le même ascenseur. Il y a un circuit distinct, même pour les déchets. Alors, le tri des déchets. On a les déchets ménagères, assimilables aux ordures ménagers qu'on met dans les sachets noirs, et les dasseries, déchets d'activité de soins à risque infectieux, qui sont mis dans les sachets jaunes. Lorsque vous êtes avec les PCT, les objets piquants, coupants, tranchants, on les met dans des bacs collecteurs à PCT. D'accord? C'est des collecteurs à PCT. Parce qu'ils doivent être étanches, sinon ils vont vous piquer et ce sera l'accident exposant au sang. Contrôler la voie de transmission, les techniques de soins. Par exemple, comment faire placer un abord veineux, comment faire une ponction pleurale, comment faire une ponction lombaire. Il faut toujours afficher les protocoles. Hygiène des personnes, les mains, la tenue, etc. L'environnement, c'est le bio-nettoyage. Il faut former les femmes de ménage comment faire un bio-nettoyage. L'hygiène du linge et une bonne stérilisation du matériel. Alors, contrôler l'entrée par l'asepsie des soins, par la maîtrise des indications et des durées d'exposition. Par exemple, un sondage vésical ne reste pas plus de 2 semaines. Protéger l'hôte réceptif par l'isolement protecteur. L'isolement protecteur, c'est pour les malades qui sont immunodéprimés, cancéreux, diabétiques, etc. Augmenter la résistance de l'hôte par la vaccination anti-DT, anti-hépatique, vaccination antigrippale. Traiter l'état nutritionnel et contrôler l'antibioprophylaxie qui est utilisée par exemple pour les malades qui rentrent au bloc opératoire.
Généralement, on met un bolus d'antibiotiques qui est le bloc opératoire et c'est tout. Quand il sort, on ne donne plus d'antibiotiques. Alors, pour conclure, certaines infections nosocomiales sont presque inévitables, telles que la suppuration pariétale, mais certaines sont évitables, telles que l'infection sur prothèse. D'accord? Donc, il faut faire un programme de prévention qui repose sur la qualité des soins, la sécurité du patient et du personnel. Et enfin, pour maîtriser cette chaîne épidémiologique, on va passer par la codification et la validation des procédures. Donc, on les valide par les médecins spécialistes, les experts. L'évaluation permanente de nos actes de soins. Est-ce qu'on sait se laver les mains? On sait poser un cathéter de façon aseptique rigoureuse. Réajustement, donc corriger nos fautes. On ne sait pas se laver les mains, il faut apprendre à se laver les mains. On ne sait pas faire un bio-nettoyage, il faut apprendre à faire un bio-nettoyage des services. Et faire leur formation, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, la formation initiale du personnel médical et paramédical, et aussi la formation continue. Lorsque vous travaillez, vous êtes recruté, vous allez avoir des séances de formation continue. Donc, l'amélioration continue de la qualité des soins, donc elle assure une meilleure gestion de risque et elle va justement permettre de, comment dirais-je, de même mieux gérer la pyramide qui est à votre droite. Donc, je vous remercie pour votre attention et au prochain cours. À demain, Inch'Allah.